Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours en République démocratique du Congo. Des jeunes s'enrôlent dans l'armée pour défendre leur pays, alors que l'offensive du M23 continue dans l'est de la République démocratique du Congo. Et après Bukavu, la conquête d'autres villes de cette province de l'est de la République démocratique du Congo est désormais l'objectif du M23. Et pour faire face à cette percée fulgurante du M23, des jeunes s'enrôlent dans l'armée. Ils constituent un corps de réserve pour l'armée congolaise. Mais quelle efficacité d'un tel système d'enrôlement? Nous en parlons avec nos invités. On va essayer d'aborder également tous les risques que cela pourrait présenter pour l'avenir, mais aussi pour le moment, voir si ce n'est pas la meilleure solution face à un mouvement du 23 mars qui n'a aucune pitié face aux populations. Je commence par vous, Eric Johnson. L'armée de la République démocratique du Congo, on le sait, face à l'avancée du M23, ne tient pas tellement longtemps. On voit plusieurs désertions, mais face à une telle situation, des jeunes Congolais sont quand même déterminés à aller défendre leur territoire. Ils s'enrôlent massivement dans l'armée, surtout dans l'est du pays. Est-ce une bonne solution selon vous? Oui, je pense que il faut comparer les deux armées. Vous savez, l'armée rwandaise a un effectif d'à peu près 33 000 hommes, tandis que l'armée congolaise elle est lourde en termes d'effectifs, 166 700 hommes actifs. Il y a 31 000 réservistes et également 15 000 paramilitaires. Et ce qui fait la force du Rwanda, il y a une étude qui a été faite pour voir le niveau de cette force rwandaise sur une échelle de 5. Le Rwanda est à 1. Et donc ça veut dire que par rapport à la RDC qui n'atteint même pas 1, l'armée rwandaise, elle est équipée, elle est forte en termes d'équipement, en termes d'armes sophistiquées. Et donc c'est cela qui permet quand même au M23 de faire une percée extrêmement rapide et violente sur le territoire congolais. Et donc, pour parer à cela, il faut forcément encore des hommes. Parce que ceux qui sont déjà morts, tu as parlé des désertions. Oui, il y en a plein, parce que le feu que le M23 est en train de mettre sur le terrain, ce feu-là est insupportable pour la majorité des militaires congolais. Et donc aujourd'hui, c'est les jeunes qui s'organisent pour dire non, nous ne pourrons pas être là, et les Rwandais, avec le M23, vont prendre notre territoire sans que nous ne puissions nous défendre. Malheureusement, le service militaire n'existe pas au Rwanda, et en RDC, pardon, et donc ce qui va se passer, c'est que oui, ils vont s'enrôler, mais il faut un temps pour qu'ils soient actifs sur le terrain, parce qu'il faut les former. Oui. Or, connaissant la situation déjà de ce pays-là, où il y a tellement de milices, il y a de l'incompréhension partout, dans presque toutes les provinces de la RDC, il y a des mouvements rebelles. Et donc, si on n'arrive pas à concilier tous ces gens-là aujourd'hui, je crois que les jeunes vont prendre cette décision de s'enrôler dans l'armée, aider l'armée à pouvoir contrer le M23 et le Rwanda, mais ce sera cause perdue. Alors, Eric, est-ce que le problème de la RDC aujourd'hui, c'est un problème d'effectif? Parce que quand vous avez présenté les statistiques, on voit que la RDC est en supériorité numérique au niveau de l'armée. Est-ce que enrôler les jeunes, c'est la solution, ou plutôt il faut penser à une technique de combat? Non, de toutes les façons, il faut s'armer. Or, est-ce que
à l'heure où nous parlons, la RDC a la possibilité, parce que quand vous prenez le budget de l'armée rwandaise, c'est quelque chose qui avoisine 107 milliards de francs CFA. Et donc, par rapport à la RDC, un si grand pays qui n'atteint même pas 50 milliards, hein, vous voyez déjà que le Rwanda peut s'armer très vite, à tout moment, et avec des armes de bonne qualité. Maintenant, vous savez que sur le terrain, lorsqu'il y a quand même de l'effectif, avant de prendre un territoire, c'est que vous aussi, vous allez perdre des hommes. Et donc, si l'effectif est grand, je pense que ça peut aussi poser des problèmes au M23 dans son avancée. Et donc, je dis... Ils vont servir de Chiraka, non? Ah oui, mais c'est évident, puisque c'est des gens qui n'ont pas comme métier les armes. Et donc, ce qui se passe là, vous comprenez par exemple quand nous prenons l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, vous avez compris que aujourd'hui l'Ukraine est en train de perdre ce conflit-là tout simplement parce que il n'y a pas un effectif pour faire face à l'effectif russe. Et donc, au-delà des armes, il faut aussi de l'effectif sur le terrain. Et je crois que malheureusement, la RDC a cette difficulté-là où les concitoyens n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Aujourd'hui, tout le pays fait face à un conflit qui n'ont pas engagé, mais c'est carrément une agression. Et il faut que les gens s'entendent pour pouvoir contrer le M23. Merci beaucoup. Eric Johnson, alors, constant, les mots des jeunes s'enrôlent en grand nombre dans l'armée congolaise pour faire face à cette avancée du M23 et défendre leur territoire. Est-ce la meilleure solution quand on sait que ce combat se fait contre le M23 soutenu par un pays comme le Rwanda, dont on connaît un peu l'efficacité militaire? Je pense que le problème de la RDC est multiple, ou du moins c'est un kaléidoscope de problèmes. Un kaléidoscope de problèmes. Il est d'abord politique, par rapport aux conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, puisqu'en réalité il n'a pas été élu, mais il constituait le moindre mal par rapport à Joseph Kabila qui était tenu de quitter le pouvoir. Il est plus profond depuis... Bon, Félix Tshisekedi a toujours soutenu qu'il a été élu. Ça, c'est ce que disent Koné Nanga. Il a été déclaré élu. Je suis parfaitement d'accord. Il a été Je suis déclaré parfaitement d'accord. Vous et moi... Sûrement que Constant a des chiffres à nous proposer. Vous et moi, nous savons dans quelles conditions il a été élu. Une fois qu'il est déclaré élu, on ne peut pas y revenir. Mais c'est une réalité que Félix Tshisekedi n'avait ni les mallettes du pouvoir, ni la capacité d'être élu en 2019. Comment c'est arrivé qu'il soit le moindre mal pour Joseph Kabila qui a succédé à son père qui lui-même a pris le pouvoir par la guerre en évinçant le Mobutu. C'est l'origine de tout le problème parce que je l'ai déjà dit, le Rwanda qui a soutenu la guerre contre le Zaïre de Mobutu, et cette guerre justement a complètement désintégré l'armée zaïroise qui était construite par Mobutu. Dès lors, c'est le Rwanda qui contrôlait réellement l'armée zaïroise. Aujourd'hui que le Rwanda soutient le M23 contre les forces armées de la RDC, c'est évident que cette force qui n'est plus soutenue par le Rwanda est de sérieux problèmes organisationnels, équipement, sur tous les plans. La corruption est le moindre mal de l'armée de la RDC. Or, qui parle de corruption au sein de l'armée, c'est que fondamentalement cette armée n'existe que de nom. Au même moment, étant en guerre, eh bien, les jeunes qui voient naître en eux la fibre patriotique se jettent à l'eau. Et ils se font recruter par milliers, effectivement, pour tenter de contraindre
la force du mal, le M23, a arrêté ces avancées et si possible les repousser. Est-ce que c'est une solution selon vous? C'est une solution parmi tant d'autres. Je disais tantôt, si Kabila avait été régulièrement élu, s'il se sentait véritablement président... Tshisekedi, Pardon, je parlais de Félix Tshisekedi. Okay. S'il se sentait véritablement élu et président de la RDC, je pense que l'un des maillons forts d'un pouvoir, c'est l'armée. Il faut organiser l'armée et sécuriser l'ensemble du pays, que ce soit de l'intérieur ou dans toutes les limites territoriales. Ce qui est un moindre souci de Félix Tshisekedi, dans la mesure où il a été soutenu par des forces obscures auxquelles il doit allégeance, qui aujourd'hui soutiennent le M23 par le Rwanda interposé. Des forces obscures. Par conséquent, Félix Tshisekedi n'a pas la possibilité d'outrepasser les engagements et ses allégeances envers ces forces obscures pour faire appel à une puissance militaire pour venir soutenir l'armée de la RDC. Conséquence, il y a nécessité, impérieuse nécessité, que les patriotes de la RDC prennent leurs responsabilités, réorganisent l'armée et puissent libérer tout le pays de l'attaque extérieure. Alors, Eric disait tout à l'heure qu'ils vont servir de chair à canon. Est-ce que vous pensez la même chose? C'est évident dans la mesure où ils iront au front dans l'impréparation totale, sans équipement adéquat. Mais ça vaut la peine. Ils seront des martyrs. La RDC a au moins 105 millions d'habitants. Le Rwanda a moins de 13 millions d'habitants. Je pense que la RDC a plus de ressources humaines à mobiliser que le Rwanda. Le Rwanda n'a pas grand-chose en matière de richesse. Toutes les richesses, s'il y a exception, la force économique du Rwanda est basée sur l'exploitation des richesses en RDC. Par conséquent, la RDC est potentiellement riche, suffisamment riche pour mobiliser les ressources financières, acquérir les armes nécessaires et équiper l'armée de la RDC. Oui, mais en matière d'équipement militaire, on voit que le Rwanda est bien devant. Bien sûr, lorsqu'elle est soutenue par les forces, les puissances extérieures occidentales pour des intérêts d'exploitation des minerais, c'est évident. Au même moment, les forces armées de la RDC, je l'ai déjà dit et répété, n'ont pas ces équipements, n'ont pas ce soutien pour préparer et organiser l'armée de la RDC. Il faut nécessairement que le président, le premier responsable du pays, le chef suprême des armées, puisse avoir contact avec une puissance extérieure qui puisse venir soutenir les forces armées congolaises si elles veulent vraiment faire face au déluge de feu du Rwanda, soutenu naturellement par l'extérieur. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Alors, Sana Veguel, les jeunes Congolais veulent s'engager dans l'armée dans l'objectif de défendre l'intégrité territoriale de la RDC qui est aujourd'hui largement menacée parce que depuis un moment, le M23 a fait une percée inimaginable dans l'est de la RDC. Après le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu avec sa capitale qui est déjà conquise, avec d'autres villes aussi qui tombent au fur et à mesure que les jours passent. Face à cela, les jeunes veulent s'engager dans l'armée. Est-ce une bonne solution selon vous? Non, moi je pense que ces jeunes, ils sont en train de courir à l'abattoir dans les conditions logistiques de l'armée congolaise. Tout simplement parce que il est utile quand même de rappeler des faits historiques. Quand Kagame était dans les maquis, en train de combattre contre les forces armées rwandaises de l'époque, l'ethnie Tutsi représentait 20% de la population. L'armée rwandaise était soutenue par la France, mais Kagame les a évincés. Donc pour dire que ce n'est pas forcément la supériorité numérique qui fait la guerre, qui fait gagner la guerre. Autre fait, la distance entre comment on l'appelle, Kigali et Goma, c'est combien de minutes, c'est combien d'heures? Ce n'est qu'une question d'heures. Mais de Kinshasa jusqu'à Goma, mais on compte au moins 47 heures.
voilà les difficultés logistiques en réalité. Et lorsque Constant fait une bonne remarque, c'est-à-dire que voilà le Rwanda qui pille les ressources de la RDC, qui arrive à faire développer son pays, à financer les moyens logistiques pour son armée. De ce côté, qu'est-ce que la RDC a fait depuis des années, puisque cette affaire date depuis 2009. Donc ce n'est pas forcément l'élection de Tshisekedi, puisqu'il n'était pas là en 2009. Le problème, c'est ça, c'est-à-dire il y a une armée étrangère qui est venue déloger un président de la République qui a décousu son appareil sécuritaire, qui a fait installer un nouveau dispositif sécuritaire. James Kaberebe qui a été, je pense même, patron des renseignements de la RDC. Donc, mais je pense que ici, est-ce que ce n'est pas plus une question de partage de butin? Parce que là, le Rwanda estime qu'il y a un effort de guerre qui doit lui revenir de droit, parce que c'est lui qui est venu installer, qui est venu déloger Mobutu, etc. Et on sait que Kabila indirectement soutient, n'est-ce pas, ces, comment on appelle, ces combattants du M23. Et l'origine de la création de ce mouvement, le M23, c'était quoi? C'était pour, soi-disant, protéger la minorité Tutsi vivant en RDC contre les Hutus, contre les FDL de la RDC qui menaçaient, n'est-ce pas, ces Tutsis-là parce que on disait qu'ils soutenaient l'armée rwandaise. Et donc, c'était une armée majoritairement de Hutus qui se faisait la guerre en RDC, dans l'est de la RDC. Donc le Rwanda, c'est comme l'argument avancé par la Russie pour envahir l'Ukraine. Il dit c'est pour protéger les russophones dans l'Ukraine. C'est aussi l'argument qui a été avancé quand le M23 a été mis sur pied. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui mobiliser ces jeunes, est-ce que ce n'est pas vraiment trop tard? À mon sens, est-ce que ce n'est pas vraiment trop tard? Parce que là, on est dans le feu de l'action. Est-ce qu'il y a les moyens logistiques en amont? Est-ce que ça a été vraiment préparé? Pour quelle réponse militaire en réalité? Pour quelle efficacité? C'est la question qu'on se pose. Eric Johnson, est-ce que ça ne risque pas d'avoir d'autres conséquences? Non, écoutez, ce qui est intéressant ici, c'est que le Rwanda l'a déjà fait. Le Rwanda a déjà traversé tout ce territoire-là pour déloger des présidents. Et en son temps, il faut remarquer que les populations ne s'étaient pas impliquées. Et donc, ça a été très facile parce que, quelque part, il y avait une rébellion en RDC qui soutenait quand même l'avancée de ces forces-là pour déloger les chefs d'État Mobutu et Kabila. Et donc, aujourd'hui, là où c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand ces jeunes-là se disent non, nous n'allons pas rester là pour qu'on vienne encore prendre notre territoire. Donc ça peut changer les choses? Ça peut changer beaucoup de choses. Les mercenaires humains ont fui, hein? Oui. Mais en tout cas. De toutes les façons, ça permet quand même de ralentir l'avancée du M23 sur le territoire congolais. Puisque désormais, les gens sont en train de comprendre que lorsque nous permettons cela sur notre territoire pour qu'on quitte le Kigali jusqu'à Kinshasa, en réalité, nous-mêmes, en tant que citoyens congolais, nous ne profitons de rien. On vient justement pour piller notre territoire. Et tout ce qu'on prend là, c'est pour aller construire un autre pays. Et nous vivons encore dans la misère. Mieux vaut affronter cette armée-là que de rester et ne rien faire. Je crois que c'est très intéressant. Comme ils ont commencé, on a parlé d'une centaine à Goma. Je pense que... Sur une population de plus de 100 millions. Non mais, attends, ça va prendre. Toute la population n'est pas civile quand même. On parle de 212 000 quand même militaires. Attention. Donc, je dis que il faut que ça commence quelque part. Il faut bloquer l'avancée du M23. Aujourd'hui, quand ça se passe généralement, les puissances occidentales et même l'Union africaine ne s'intéressaient pas à la chose. On disait que c'est une rébellion
congolaise qui est en train d'attaquer l'État central du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est un État qui soutient une rébellion pour aller casser un État. Et donc là, je crois que la présence de ces jeunes-là va quand même faire quelque chose de très intéressant. Ma question, est-ce que dans l'avenir, quand ce problème sera réglé, ça ne pose pas un autre problème? Parce qu'on sait que la RDC ça a toujours été ainsi dans des pays avec un risque d'embrasement ethnique. Hein? Non, mais attends, ça a toujours été comme ça dans des pays en conflit. Mais pour le moment, il faut trouver la solution à la guerre. Il faut trouver la solution à la guerre. Je disais tantôt qu'il faut que la RDC arrive à s'armer considérablement et que tout cet effectif-là, en plus des jeunes qui arrivent, fassent le travail. On ne va pas se permettre de dire que oui, parce que les gens ne sont pas bien formés et donc ils n'ont qu'à rester là et regarder ce qui se passe. Je pense que là, leur pays va être pris totalement. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Constant Lemou, est-ce que même si vous êtes d'accord que ces jeunes puissent aller défendre leur pays, est-ce que ça ne risque pas de poser d'autres problèmes? D'abord, on le disait tout à l'heure, ils vont servir d'une certaine manière de chair à canon, mais s'ils arrivaient à résoudre le problème, est-ce qu'à l'avenir, leur démobilisation, leur désarmement, leur réintégration peut-être à la vie sociale ou à la vie militaire, est-ce que ça ne risque pas de poser un autre problème pour la RDC? La question est très bien posée, mais elle se pose véritablement après la fin de la guerre. L'urgent aujourd'hui, c'est faire face à l'avancée du M23. Il y a beaucoup de chefs de guerre sur le plateau aujourd'hui. Mettre fin à cette guerre-là. Ce qui est sûr, la RDC, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est un territoire vaste. Pour maîtriser et sécuriser l'ensemble de ce territoire, il faut une stratégie de positionnement des camps militaires. Voilà. Des militaires bien entraînés, bien équipés, qui sont vraiment des patriotes, capables de protéger le pays. Quand on considère la zone Kivu, Goma, que le M23 tient, c'est une petite portion du territoire de la RDC. Mais c'est très important, et ça n'a là effleuré sans creuser, l'effort de guerre que le Rwanda réclame auprès de la RDC. Désiré Kabila et Joseph Kabila ont honoré l'engagement de la RDC en payant, disons, un montant annuel au Rwanda pour avoir soutenu les militaires qui ont chassé Mobutu du pouvoir. Certains parlent d'environ 60 milliards de dollars. Mais pourquoi le Rwanda continue toujours? Aujourd'hui, Kabila Félix Tshisekedi a suspendu ce paiement. Il a suspendu ce paiement et cela énerve naturellement Paul Kagame qui ne suce plus. Et même lorsque les 60 milliards de dollars étaient régulièrement payés, une bonne partie des richesses, des mines de la RDC étaient exploitées toujours par le Rwanda, l'Ouganda qui avait soutenu cette guerre-là. Voilà la faiblesse, la faiblesse de l'État central de la RDC et qui ne peut pas organiser une guerre riposte contre. Aujourd'hui, ces jeunes qui se lancent dans l'armée n'ont pas d'autre choix. Félix Tshisekedi n'a pas non plus d'autre choix que de lancer une mobilisation générale et tenter de réparer ce qui peut l'être. Un autre pays limitrophe pourrait lancer une attaque contre la RDC, il n'y aura pas de riposte. Parce qu'en réalité, l'armée de la RDC est une armée complètement désorganisée, mal entraînée, mal équipée, et il n'y a rien en face d'une quelconque rébellion organisée et équipée. Vous parlez de rébellion, la RDC en a plus d'une centaine. Et si on ajoute encore ces jeunes qu'on enrôle dans l'armée, quel sort leur sera-t-il réservé? Vous venez de confirmer qu'en réalité, l'État central de la RDC ne maîtrise pas
le pays. Parce que, en réalité, chaque province était sous le contrôle et l'exploitation de celui qui sait mieux organiser des milices pour sécuriser les zones minières. C'est comme ça la réalité de la RDC. Mais demain, après la guerre, j'espère qu'il y aura un patriote ou Félix Tshisekedi deviendra un véritable président patriote qui va nouer des contrats de sécurité avec des puissances qui en ont les moyens pour pouvoir sécuriser l'ensemble du territoire. Merci. Ce qui est sûr, nous sommes à la veille de la balkanisation de la RDC si on ne fait pas attention. Merci beaucoup, Constant. La RDC, je le dis toujours, hein, c'est des réflexions personnelles. Si on veut véritablement voir le développement de l'Afrique, je pense que ça doit commencer en RDC. Merci beaucoup, la RDC, Eric. elle est tellement bien positionnée avec autant de ressources minières que si on arrivait à protéger toutes ces ressources minières-là, la RDC, il y a une étude qui a été faite. Merci Eric, je suis obligé de vous couper. Sana Veuguel, que dire? Quelles conséquences pour une telle méthode d'enrôler les jeunes? Je sais que vous n'êtes pas en tout cas pour une telle solution, mais que proposez-vous et quelles seraient peut-être les conséquences si on optait pour cette solution? Il y a Gengis Khan qui est considéré comme l'un des plus grands guerriers de tous les temps, qui disait il faut être fou pour livrer une bataille perdue d'avance. On n'est pas forcé de livrer une guerre maintenant quand on n'est pas préparé. On peut reculer aussi pour mieux sauter. On peut concéder, on peut parce que le flux de migrants, le nombre de personnes. Parce que moi je pense sincèrement que livrer une guerre actuellement va entraîner la défaite de l'armée congolaise. Ça c'est un acquis. Eux-mêmes ils le savent. Je pense, comme vient de le dire Constant, il faut peut-être concéder et se préparer pour aller livrer cette guerre-là. Aller tout de suite dans l'impréparation avec des bleus, des gens, des novices. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens logistiques qui permettent d'assumer, n'est-ce pas, les renforts, tout ça? Je ne pense pas que tout ça est au rendez-vous. Donc, vouloir faire... à quoi sert en réalité le patriotisme, entre guillemets, si on sait qu'on est en train de sacrifier, de sacrifier ces jeunes-là? On sait bien à l'avance. Peut-être ça pour la mémoire. Pour quel résultat? Je veux bien être ce martyr-là si je suis sûr que les résultats seront. Okay. Maintenant, je ne vais pas être le martyr aléatoirement comme ça. Non. Il faut avoir une stratégie. Il faut que l'objectif soit bien défini, les moyens connus à l'avance. On ne va pas sauter dans le vide. Ce qui se passe, c'est un saut dans le vide. Et comme vient de le dire Constant, je l'avais dit sur un plateau, ça dit que si on ne fait pas attention, on va concéder cette partie du territoire au Rwanda. On risque de lui concéder cela. Et moi, je pense que peut-être les pistes de réflexion, c'est peut-être que le Rwanda devienne peut-être un État fédéral. Je pense que c'est comme ça que le Nigeria aussi... La RDC plutôt. La RDC. C'est comme ça que le Nigeria a pu, n'est-ce pas, vaincre cette spirale de conflit ethnique. C'est-à-dire il a su regrouper tous les groupes ethniques en État fédéraux aujourd'hui, et ça a permis de pacifier le pays. Donc je pense que le Rwanda aussi peut s'inspirer de cette pratique-là. La RDC plutôt peut s'inspirer de cette pratique-là, parce que le territoire est tellement vaste pour être géré par un État central. Est-ce que dire aussi comme ça, ce n'est pas une manière d'infantiliser le pouvoir? Malheureusement, tous les responsables de l'armée qui ont maté le M23 sont morts subitement, parce que tous ces gens-là qui ont réussi à mater le M23 sont vus comme des adversaires politiques qui risquent de leur voler de l'aura des politiciens, et ils sont morts, tous morts dans des conditions obscures. Tous ceux qui ont maté le M23. C'est comme ça la réalité en RDC. Je ne sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé aux Nations Unies hier, quand l'ambassadeur du Rwanda dit que dire que c'est le Rwanda qui soutient le M23, que c'est une accusation gratuite, alors que le M23 est un groupe organisé qui est en train de rechercher à regagner son territoire parental ou quelque chose comme ça.
Est-ce que c'est logique? C'est logique de dire des choses comme ça? Je crois que la guerre ne va pas attendre. La RDC ne peut pas attendre, dire je vais mieux m'organiser pour affronter le M23 qui est déjà sur le terrain et qui fait des avancées. Pendant que on est dans l'action, on ne peut pas demander à tout un pays ou à l'armée d'un pays d'arrêter de former les gens avant de revenir. Pendant ce temps, le M23 avance. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.